Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Moi, ce que j'adore dans le marketing, c'est quand la créativité se met au service de raconter pourquoi c'est un moment magique. Cette semaine, je cause avec Malcolm Ouzeri, Head of Marketing chez Vendredi, qui est une plateforme dédiée à l'engagement des salariés et l'accélération de la RSE dans les entreprises. Malcolm a une personnalité hyper bienveillante, tout en étant bien ancré dans l'action. On parle donc de beaucoup de stratégies concrètes que son équipe a mises en place, et notamment de leur logique partenariale, qui est la principale raison pour laquelle je souhaitais l'interviewer dans ce podcast. En effet, je crois beaucoup à cette logique d'écosystème et je voulais vraiment pouvoir vous partager le témoignage de Malcolm pour vous inspirer pour vos propres strates et plans d'action. On a souvent l'impression que quand on a créé le contenu, on a gagné, alors qu'en fait, le début de la vraie tâche, elle commence quand il s'agit de le diffuser et de faire en sorte que ça soit pas un flop. En plus de l'approche marketing globale, on parle donc en détail de plusieurs opérations réalisées avec d'autres entreprises, dont un challenge avec 2 tonnes, le baromètre de la RSE avec 10 partenaires, ou encore le e-book sur l'engagement des salariés qui vient tout juste de sortir avec Welcome to the Jungle. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange. Salut Malcolm! Bonjour Mélodie. Trop contente de te recevoir et qu'on puisse parler du marketing chez Vendredi aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de m'accueillir et ravi de discuter avec toi. Bah ouais, on va pouvoir parler de plein de choses et notamment de ce que tu fais, ce que vous faites côté partenariat, webinar et puis market en général, parce que Vendredi, on en entend pas mal parler. Sur les réseaux notamment et puis voilà, moi j'ai suivi des webinaires et cetera et donc ouais, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, décortiquer ou en tout cas, parler de tout ça avec toi et que tu puisses partager un peu ton expérience parce que c'est toi qui chapeautes un peu tous ces projets. Oui, c'est ça, je suis Head of Marketing chez Vendredi. Ça fait 1 an que j'ai rejoint l'entreprise. On a vécu une très, très belle année, notamment parce que justement, on a fait, il y a quelques mois, une levée de fonds. Sans doute pour ça qu'on a pas mal entendu parler de Vendredi, entre autres. Oui. Et effectivement, je m'occupe naturellement de tous les projets qu'on fait qui sont liés au marketing, nos projets d'acquisition, nos partenariats, nos webinars, et cetera. Et on va refaire un tout petit rétropédalage avant de rentrer dans le vif du sujet pour quand même, reparler de Vendredi pour ceux qui connaîtraient pas ou qui auraient besoin d'un rafraîchissement de mémoire. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est Vendredi et me dire pourquoi, il y a eu, besoin à un moment donné de créer cette entreprise qui d'ailleurs a commencé sous le statut associatif, il me semble? Ouais, je trouve ça chouette d'ailleurs de revenir un peu, à l'origine, à la genèse du projet. Au tout départ, Vendredi, et c'est pour ça qu'on s'appelle Vendredi, permettait aux stagiaires, de réaliser, le vendredi, de travailler dans une association et pas dans l'entreprise dans laquelle ils étaient stagiaires. Donc de faire ce qu'on appelait un stage, partagé. Et Vendredi était une association au début, donc ce début-là, c'est à peu près 2015. Et en fait, cette volonté de créer ce projet, elle répondait à quelque chose d'assez simple. C'est finalement, d'un côté, il y a des salariés qui passent énormément de temps en entreprise, hein, on le sait, on passe une partie énorme de notre vie dans une entreprise. Et puis de l'autre côté, il y a des salariés qui rentrent chez eux le week-end et qui deviennent des citoyens et qui réfléchissent à comment ils peuvent s'engager pour l'intérêt général. Sauf qu'en fait, le week-end, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et donc l'idée du projet, elle était très simple, c'était de dire cette scission entre ces deux mondes, il faut un peu y mettre fin et il faut donner le pouvoir aux gens de s'engager sur leur temps de travail. Et en fait, on a commencé hyper concrètement, de manière autofinancée, en tant qu'association, par des stagiaires qui ont fait ça. Et puis en fait, très rapidement, c'est devenu des salariés qui ont fait ça, et plus seulement le vendredi. En fait, n'importe quel jour et sous n'importe quel format, on a permis aux salariés de s'engager sur leur temps de travail. Et aujourd'hui, on est devenu, en fait, si je résume ce qu'on est aujourd'hui Vendredi, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de faire 3 choses. 1, permettre à leurs salariés de s'engager en faveur d'associations. Alors effectivement, les entreprises qui utilisent la plateforme Vendredi accordent des jours à leurs salariés et sur ces jours-là, les salariés peuvent choisir des missions et s'engager pour plus de 2000 associations qu'on OK. propose dans notre plateforme. Donc ça, Et ce c'est qui est la première intéressant, peut-être je précise, parce que je pense que c'est ça que je comprends, c'est, des salariés qui du coup vont se détacher pour aller se mettre au service donc de ces associations, mais c'est différent du mécénat de compétences. En fait, le mécénat de compétences, c'est
C'est une des formes parce que, effectivement, le mécénat de compétences, pour ceux qui connaissent pas forcément, Oui. c'est un cadre légal qui permet à une entreprise, en fait, d'offrir les compétences de ses salariés, à un organisme d'intérêt général qui en aurait besoin. Puis c'est un cadre qui donne le droit à des défiscalisations, un peu comme le don financier en faveur d'une association donne droit à des défiscalisations. Mais en fait, il s'agit pas forcément que de ça. Donc mécénat de compétences, ça voudrait dire qu'un salarié, par exemple, qui est graphiste, donnerait ses talents de graphiste à une association qui aurait besoin de graphistes, ok. Ouais. Mais on peut aussi trouver le cas de salariés qui veulent donner un coup de pouce terrain. Voilà, par exemple, il y a des associations. Je vais te citer quelques noms pour rendre le truc un peu concret pour Ouais, les bien sûr. auditeurs. Mais il y a une association qui s'appelle Cibou, qui protège, qui s'occupe d'animaux maltraités. Bon, ben parfois l'association, elle peut avoir en fait besoin de coups de pouce terrain, hein, un peu d'une main d'œuvre de bénévoles plus grande. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Donc c'est pas le mécénat de compétences, mais c'est un coup de pouce terrain. Et puis en fait, il peut aussi y avoir par exemple du mentorat des salariés qui décident de passer du temps auprès de jeunes, par exemple au travers d'associations. Il y en a de nombreuses, hein, qui font ça, qui permettent à des jeunes, par exemple de quartiers plus populaires, de Ouais. bénéficier du mentorat d'un salarié sur un format comme plusieurs heures par mois, par exemple. Ah génial, oui, ou comme chemin d'avenir sur, les Exactement. personnes qui sont enfin les jeunes qui sont un peu isolés ou en zone, un peu, d'exclusion ou aux zones rurales et cetera. En fait, ce soutien aux associations, il prend différentes formes et bien sûr, il prend aussi la forme du don financier. Donc la plateforme Vendredi facilite énormément le soutien aux associations des salariés. Et ça, c'est une brique, mais la deuxième brique qui est très forte, c'est que la plateforme Vendredi permet aussi aux salariés on appelle ça de se sensibiliser, donc on pourrait dire de se former, de progresser sur tous les enjeux sociaux et environnementaux. Et puis, en fait, in fine, Vendredi permet aux entreprises d'accélérer leur RSE, de la rendre très concrète et incarnée par leurs salariés. Donc, si je résumais Vendredi aujourd'hui en une phrase, c'est que je dirais que c'est une plateforme qui permet aux entreprises d'accélérer leur transition sociale et environnementale, notamment en faisant agir et en mobilisant leurs salariés dans cet objectif-là. Et mine de rien, Vendredi aujourd'hui, moi de ce que j'ai vu en tout cas, c'est 250 entreprises clientes et 11 pays d'intervention. Ouais, 250 entreprises clientes, 11 pays. En fait, nous, on parle aussi souvent en termes d'heures d'impact, Ouais, en termes de génial. salariés engagés. On va en Donc, parler, ouais. c'est un peu notre KPI principal parce que justement, on se définit comme ça. On se définit comme une boîte dont le cœur, c'est l'impact et l'impact qu'on génère. Et donc, jusqu'à présent, on avait permis à 10 000 salariés de s'engager en faveur de l'intérêt général. Et aujourd'hui, on a un objectif simple, c'est de permettre à 100 000 salariés d'ici fin 2023 de s'engager en faveur de l'international, ce qui signifie en fait d'accompagner à peu près 1500 entreprises dans leur transition sociale et environnementale, et ce qui signifie aussi d'accompagner, en fait, de rendre, enfin, d'accompagner 5000 associations qui sont en fait bénéficiaires aussi de tout cet engagement et ces heures d'impact qui sont réalisées. Génial. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le modèle, et puis on va plonger dans la question de la strate de contenu, webinar et tout, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le modèle, c'est justement que ça va plus loin. Enfin, que ça regroupe, comme tu dis, il y a le don d'un côté, il y a le mécénat de compétences de l'autre, mais il y a aussi des salariés. Quand on parle aujourd'hui de marque employeur, du besoin de se sentir utile, du besoin d'engagement, effectivement, il y a des salariés qui, à titre perso, juste, sont, fans des animaux et ont envie de pouvoir avoir du temps à consacrer, à des animaux pour une asso, mais ils ont pas le temps. Et donc là, vous apportez vraiment une réponse concrète à ces personnes qui sont en attente, qui sont en besoin de contribuer, quoi. Ouais, complètement. On s'est rendu compte que ça devenait une demande forte de différentes parties prenantes qui pouvaient être en fait les salariés, mais aussi les candidats, ou alors même les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Donc en fait, le Ah fait oui, de génial. voilà, en fait, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un business model. On parle souvent de impact natif. Voilà, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément la chance. Enfin la chance. Moi je dis la chance parce que je trouve ça passionnant d'avoir un cœur de métier qui est dédié à l'impact. Il y a des entreprises qui font des choses hyper utiles pour la société, mais qu'on peut ne pas définir comme impact natif. Et les salariés qui travaillent pour ces entreprises-là, en fait, ces entreprises-là, elles peuvent aussi, en fait, elles doivent aussi devenir plus éthiques, plus engagées, contribuer à ce qu'en fait, les défis socio-environnementaux de la société soient résolus. Et donc, en fait, les salariés de ces entreprises-là ont tout autant de droits dans leur temps de travail d'agir aussi en faveur de l'intérêt général, d'avoir le sentiment qu'ils apportent leur pierre. Et vous êtes intégrés à la stratégie RSE de ces entreprises-là, au final? Oui, Ça va complètement. plutôt être vos interlocuteurs parce que concrètement, ça va être qui un petit peu vos clients?
Et vos interlocuteurs chez eux, c'est le responsable RSE, c'est le Ouais, responsable. c'est ça. La Ouais. plupart du temps, c'est le responsable RSE, mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est pas forcément le cas. Moi, c'est marrant parce que j'ai fait une école. Ma formation, c'est Audencia Nantes, une école qui a toujours mis la RSE hyper haut dans les priorités. Je trouvais ça très beau, mais à l'époque, je trouvais ça un petit peu, je vais pas dire ringard, mais je trouvais que ça manquait un peu de sexiness, quoi. On se rend compte, enfin, ça parlait vachement de normes, ça parlait vachement de contraintes légales, ça parlait pas trop d'en fait d'agir pour le bien général, d'agir pour le bien commun, de défendre, en fait, de pointer des thèmes hyper concrets comme l'égalité des chances, le lien intergénérationnel, l'environnement, la biodiversité, l'égalité des genres, enfin voilà, des thèmes hyper concrets sur lesquels une entreprise a besoin d'être plus éthique et plus engagée. Donc aujourd'hui, c'est porté par les pôles RSE, mais il y a des entreprises qui n'en ont pas forcément, et elles ont, dans ces cas-là, ce chapeau peut être porté par le responsable communication, le ou la responsable RH, ou parfois même des salariés lambda, entre guillemets. Et du coup, quand on n'a pas forcément l'expertise, quand on n'a pas forcément le temps ou le budget, il y a une plateforme qui met à proposition son contenu, son expertise, pour être capable de créer une démarche RSE, de l'accélérer, de faire en sorte qu'elle soit hyper concrète. Voilà, c'est un peu ça le rôle qu'on joue. Donc en fait, on est comme le meilleur allié de personnes qui portent les sujets d'engagement et d'intérêt général dans leur entreprise. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait vraiment le lien avec notre sujet, mine de rien, le levier com marketing, et puis notamment cette strate de contenu que je trouve hyper intéressante que vous avez mise en place avec ces webinars, ces partenariats, tous ces guides que vous proposez. C'est aussi parce que comme tu dis, vous avez au final des personas assez définis, et en même temps, il y en a un qui est un petit peu plus difficile peut-être à aller chercher, et donc c'est peut-être par les contenus que vous allez les attirer à vous plutôt que l'inverse. Je sais Ouais, pas, là, je pose ça là et je te laisse réagir. non, mais c'est hyper intéressant parce que, en fait, moi, j'ai une conviction, c'est que, bon, on se rend compte d'un petit mouvement, c'est que les boîtes B2B, il y a quelques années, quand on était une boîte B2B, on avait un persona qui était très décisionnaire, hein, qui était le buyer, et en fait, on n'avait pas forcément besoin d'être adopté par les end users, qui étaient souvent quand même les salariés. Et puis moi, j'ai la conviction que depuis quelques années, ça change, hein. On se rend compte que les boîtes B2B, parfois c'est un petit peu un alibi, mais on sent qu'elles veulent devenir plus sexy pour tout le monde et pas seulement pour le bailleur. Et moi, pour le coup, je trouve que c'est pas du tout un alibi. Nous, on a besoin on a besoin de convaincre de notre intérêt, de notre utilité, le bailleur persona, les gens qui seraient acheteurs de la plateforme Vendredi, parce que du coup, on est une plateforme qui est effectivement que les entreprises prennent pour la mettre à disposition de leurs salariés. On est une plateforme marque blanche. Donc non seulement il y a ce persona que tu as décrit, mais en fait il y a aussi les salariés qui eux-mêmes vont être les utilisateurs de la plateforme puisqu'ils vont réaliser des actions. Ils vont utiliser leur plateforme pendant leur journée de travail, d'ailleurs, ou même pendant leur week-end, et ils vont chercher des actions, ils vont réaliser des défis. Donc ce sont les utilisateurs de la plateforme. Donc moi j'ai l'impression de construire une stratégie marketing où je me dis, à la fois en fait il faut que je reste hyper inspirant parce que il y a des utilisateurs de la plateforme qui sont des salariés, et puis en même temps il faut que j'arrive à convaincre les personas décideurs en fait de l'intérêt de prendre cette plateforme pour ses salariés. Il y a la double logique. Et donc, du coup, tu as plusieurs objectifs qui sont en face, et donc plusieurs manières aussi de les atteindre, quoi. Ouais, il y a un peu ce truc top-down et bottom-up. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut faire les deux à la fois. Donc, top-down, c'est penser qu'en fait, un décisionnaire va venir après parler de la plateforme à ses salariés. Et puis, bottom-up, c'est séduire un salarié et se dire que lui va en parler aussi dans son entreprise et convaincre son décisionnaire. Et ça, c'est un peu plus touchy. Enfin, souvent, plus en B2B, on a tendance à aller voir d'abord les décisionnaires, à mettre en place des techniques marketing un peu on va dire avérées, même si du coup tout le monde les utilise, parce que c'est aussi un peu plus aléatoire d'aller chercher les salariés, on ne les connaît pas, c'est beaucoup plus dur de les identifier, de savoir qui au final va être réactif au message que vous portez, parce que sur 100 salariés d'une boîte, je dis n'importe quoi, on ne sait pas combien, quand on ne connaît pas bien la boîte, sont réellement intéressés par ce type de plateforme. Donc, est-ce que tu Complètement, peux me ouais. dire un peu comment vous avez pensé tout ça? Comment vous avez priorisé même tout ça? Ouais, ouais, mais tu as raison. Même je vais aller dans ton sens. Il y a des actions qu'on fait qui concernent les salariés où on mesure forcément moins bien le ROI. Et je pense que dans un environnement sain, on pense aussi à semer des graines qui sont porteuses sur le long terme. Et moi, j'ai la chance chez Vendredi justement de travailler dans cet environnement où en fait on fait tantôt des actions qui sont assez destinées aux décisionnaires, hein, assez B2B, parce qu'en fait, voilà, il y a une valeur ajoutée qu'apporte Vendredi et on a envie de le mettre à leur connaissance.
Et puis on fait aussi des actions qui sont beaucoup plus inspirantes, dont le seul but c'est de permettre massivement à des salariés de s'engager, voilà, de s'engager. Et là-dessus, on sait que le ROI est moins bon, mais en fait on le fait parce qu'on pense que c'est bon pour l'impact. Si c'est bon pour l'impact, ça nous intéresse. Et pour répondre à ta question, oui, la chose, je pense qu'on a fait dès le début, c'est de définir justement des actions qui étaient plutôt destinées à des salariés. C'est le cas par exemple des challenges solidaires. On a créé un format dont on parlera peut-être un peu après, Ouais. qui permet pendant 1 heure à n'importe qui, qu'il soit salarié, citoyen, qu'il soit client, pas client, de s'engager sur un thème, sur un des enjeux socio-environnementaux forts, sur un format hyper sympa, collectif, court, en ligne, où la personne a l'impression d'avoir appris quelque chose et d'être passé à l'action. On le fait en partenariat à chaque fois avec les associations avec lesquelles on travaille. Donc ça, par exemple, c'était un levier d'acquisition très citoyen, très B2C. Et puis à côté, de définir des leviers d'acquisition beaucoup plus B2B, où on s'est dit, nous, on a une expertise, on a une valeur ajoutée. Il y a quelque chose qui est très fort chez Vendredi, c'est l'idée que les solutions existent déjà. C'est-à-dire que nous, on a l'idée qu'on n'a pas besoin de réinventer énormément de recettes, on a besoin de puiser dans des solutions, de trouver le bon format pour aller les porter à la connaissance des gens, parce qu'en fait, les solutions pour résoudre les défis socio-environnementaux existent déjà. Il y a des associations qui font des choses superbes, il y a des solutions qui existent, et en fait, il faut juste trouver le bon format pour le mettre à la connaissance de tout le Et monde. être un peu porte-parole aussi, messager, faire le lien. Et alors du coup, par exemple, il y a eu le challenge océan si on reste un peu sur les challenges avant de partir sur le B2B. Ça, comment vous l'avez mis en place? C'est parce qu'au final, vous avez utilisé les réseaux sociaux, mais sur quoi vous vous êtes appuyé comme levier concrètement pour réussir à ce que ça ait de l'impact? Je dis ça parce que lancer des challenges, dans l'idée, beaucoup, tu vois, nous avec l'agence, on voit beaucoup passer de strates qui ont été faites avant, où il y a tout plein de choses en théorie qui sont écrites. On va faire un challenge, on va faire un truc, on va faire un machin. Mais à chaque fois, ça tombe un peu dans les choux. Je sais pas si tu vois ce que Ouais. je veux dire. C'est pas hyper efficace, ou alors il y a un truc dans la mise en place qui a pas fonctionné. Et du coup, à chaque fois, ils sont hyper embêtés, quoi. Est-ce que toi, tu as des tips là-dessus sur comment vous avez fait pour que ça marche? Comment vous faites pour que concrètement, on en parle vraiment, en fait? Est-ce que vous avez une botte secrète? Ouais, je peux en parler avec beaucoup d'humilité parce qu'en fait, on cherche toujours la recette, on cherche toujours à s'améliorer. Mais J'imagine. je peux te parler d'un autre challenge qu'on a fait il y a quelques mois. C'était le challenge Mesurons ensemble notre empreinte carbone qu'on a fait avec l'association 2 tonnes. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, on voit beaucoup de stratégies de marketing qui veulent en fait créer leur propre événement, parce que c'est des endroits où on peut placer vachement de brand. Donc ça c'est sûr que j'ai une conviction, c'est qu'il faut essayer de trouver un petit peu ces événements phares, ces événements signatures. Nous, par exemple, on a fait un autre projet qui était une communauté Impact at Work de décideurs sur la RSE. On en parlera peut-être plus tard. Et on était très content d'avoir réalisé ça parce qu'on s'est rendu compte qu'elle n'existait pas. Donc, le point de départ toujours qui est le nôtre quand on met en place une stratégie marketing, c'est qu'avec beaucoup d'humilité, on regarde ce qui existe. On n'a pas envie d'être, tu vois, il y a des choses où en fait on sent que c'est assez un prétexte, c'est assez l'idée de prendre la Fabriqué. parole. Oui, et puis des choses, il peut y avoir des choses qui existent déjà et en fait, il faut plutôt leur donner de la force et les encourager parce que souvent ça peut marcher très bien. Donc nous, on s'est rendu compte que par exemple sur la mesure de l'empreinte carbone, il y avait une sorte de chose assez étonnante, c'est qu'autant de salariés, autant de citoyens n'aient pas encore mesuré leur empreinte carbone. Donc, nous, bien sûr, il y a un événement il y a un événement saisonnier qui nous fait penser au fait qu'on pourrait peut-être surfer là-dessus. C'est la semaine du développement durable. Donc, on prend cette thématique, on se dit, OK, ça serait intéressant de permettre aux gens de mesurer leur empreinte carbone. On réfléchit sur le format et on fait une réflexion, c'est de se dire qu'il y a des freins qui sont... Alors, les gens ont parfois le syndrome de l'imposteur, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas faire quelque chose d'utile. Les gens, souvent, ont peur de passer à l'action quand ils sont seuls. Ils n'ont pas forcément le temps. Bon, on essaye de prendre un petit peu ces freins et de définir du coup le format qui s'y prête le mieux. Ok, donc on monte ce challenge empreinte carbone avec une petite partie sensibilisation pour comprendre ce que c'est l'empreinte carbone, et puis une petite partie où en fait on mesure tous son empreinte carbone et en plus on la partage, on en parle et puis ça crée de la viralité hyper saine. Ouais. Et du coup, sur ce challenge-là, on a eu un succès génial. On a fait 2 éditions. On a eu, je crois, au total plus de 3000 personnes qui y ont participé. J'ai l'impression qu'on n'a pas utilisé de recettes miracles. Par contre, qu'on a travaillé vachement. On a vachement travaillé, par exemple, la landing page qui expliquait pourquoi participer à ce challenge-là. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on participe à ce challenge? Moi, ce que j'adore dans le marketing, c'est quand la créativité se met au service de
raconter pourquoi c'est un moment magique. Voilà. Est-ce qu'on en est convaincu que c'est un moment magique? Ben, moi, j'ai fait le test du challenge et puis j'ai trouvé ça incroyable. Donc, je me sens être hyper à l'aise dans mes chaussures de personne qui défend et qui veut parler de ce challenge. Et puis derrière, quand on a bien travaillé les éléments de discours, effectivement, on essaye de se, alors bien sûr, j'aurais pu te raconter d'autres recettes. J'aurais pu te dire qu'on fait toujours des choses chez Vendredi avec d'autres acteurs parce que justement, on veut pas se reposer sur des leviers hyper sponsorisés. On n'a pas envie de penser qu'en fait, il s'agit juste d'injecter de C'est ce que l'argent. j'ai beaucoup aimé, avec vous, hein, pour avoir suivi, de loin ce que vous faisiez. À chaque fois, il y a du partenariat et je trouve ça hyper intéressant, en fait, parce que ça Ouais, valorise l'écosystème, quoi. Donc entièrement d'accord, et c'est des leviers beaucoup plus sains. Donc on essaye de jamais faire des choses tout seul parce qu'on pense qu'à plusieurs on est meilleur, et qu'en fait il y a des gens qui sont aussi super talentueux et qui méritent qu'on s'associe à eux, etc. Donc ça c'est une des choses qu'on fait. On est dans une logique aussi de partage complète de la valeur ajoutée. Ça, je trouve que c'est un thème hyper intéressant si je deviens hyper concret sur justement du marketing. C'est tu vois, moi j'ai travaillé précédemment dans des entreprises qui étaient super, mais où dans mon travail quotidien je me disais parfois, ça, faut pas que je le donne, faut que je mette ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire faut qu'au moins je demande les informations aux gens pour leur donner ça. Et puis, en fait, chez Vendredi, j'ai été hyper décomplexé parce que dans les valeurs de l'entreprise, il y a des choses comme le partage, des choses comme avec, tu vois, une phrase qui est inspirée pour être copiée. Et ben, tu vois, on a quand même des réflexes de défense quand on voit qu'on est copié par d'autres acteurs qui nous copient par exemple un petit peu au pixel près, au mot près, mais en fait c'est super positif parce que ça veut dire qu'on a fait des choses chouettes. Et donc parfois on est dans une logique de partage complet. Et dans ces cas-là, on pense plus, la concurrence n'existe pas. Et d'ailleurs nous on pense pas trop que la concurrence existe. On pense que s'il y a une boîte qui fait la même chose que nous, c'est super parce que ça veut dire que les bonnes causes vont avancer encore plus. Donc nous, on pense pas à ça et on se dit parfois, on partage toute la valeur ajoutée. Voilà. Donc par exemple, on travaille avec nos clients et nos clients, du coup, on développe une expertise pour les accompagner. Et puis parfois, on fait des belles choses. Donc faire des belles choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un CSM chez nous qui va permettre à une entreprise de faire une semaine de l'engagement et qu'on va trouver les belles recettes pour que ça marche. Et ben, tu vois, nous, au marketing, on va construire un contenu où en fait, on va donner ces belles recettes. Et en fait, on va le donner à des entreprises qui pourraient les appliquer et en fait, qui pourraient ne pas utiliser Vendredi parce qu'on leur donne les belles recettes. Mais en fait, c'est hyper sain, c'est hyper positif. Et moi, en tant que head of marketing, je me sens hyper à l'aise d'aller pousser ces actions vers l'extérieur. J'ai pas l'impression de faire du bruit supplémentaire parce que je me dis sincèrement qu'on partage des belles recettes. C'est en plus exactement, ce qu'on ressent un peu, je trouve, dans les tendances, du marketing, peut-être plus durable. C'est justement le fait de partager, de moins se prendre la tête, comme tu dis, sur ces sujets-là et in fine, en plus, si on le regarde point de vue stratégie, ça donne envie d'en savoir plus sur vous. Quand le contenu est bon, bah, normalement, assez logiquement, il y a votre contact, on a envie de savoir comment vous pouvez aider à mettre en place. Parce que souvent, les gens vont voir ça, mais il y a un pas entre la théorie et la pratique, encore une fois, donc ils vont peut-être se dire: «Purée, mais c'est génial», mais on a justement besoin d'aide pour mettre ça en place. En plus, c'est hyper positif même pour vous et effectivement, ça enlève un peu ce côté, la compétition, ne rien faire, ne rien donner, surtout tout garder pour soi, qui est un peu pas une ancienne image. Je comprends que sur certains marchés très concurrentiels, voilà, ils sont obligés de faire très attention. Mais effectivement, donner de la valeur au client final, c'est quand même quelque chose qui semble aujourd'hui être plutôt porteur, quoi. Complètement, et c'est des questions que je pense on se pose dans les départements marketing des entreprises. C'est quelle doit être la place de la publicité quand on sait que la publicité, elle va dans les poches de boîtes comme Google ou Facebook. Oui. Quelle doit être la place des séquences email quand on sait la pollution de la pollution numérique, ou encore juste le bruit que ça fait d'aller envoyer des emails à des gens qui en fait n'ont pas forcément demandé ça. Donc il y a plein de questions qui se posent dans le fait de faire un marketing plus durable, plus éthique. Et moi je suis avec beaucoup d'humilité, j'essaye de trouver, voilà, on essaye de participer justement à trouver des méthodes où on se dit tiens, ça c'est sain et c'est chouette, on continue. Eh ben, je te rejoins complètement. On est dans un groupe, je t'en reparlerai à l'occasion, je le mettrai en lien dans l'article qui accompagnera cet épisode-là, dans un groupe de réflexion sur le marketing digital responsable, qui justement essaye un petit peu de créer un référentiel autour de tout ça. Même Très intéressant. sur les, tu vois, sur le SEO par exemple.
C'est-à-dire que le SEO, il y a la partie très métier, très pratico-pratique, très marketing, et puis il y a la partie est-ce qu'on a besoin d'un énième article un peu pourri avec un titre racoleur juste pour faire télécharger son e-book, quoi. Est-ce qu'on peut pas faire un truc un peu plus intelligent aujourd'hui et avoir autant de succès que le machin qui remonte. Ouais, ouais, bah oui, c'est très intéressant. Ces sujets-là sont très intéressants. Et puis parfois, effectivement, comme tu dis, il y a la réalité, il y a la théorie, et puis on essaie de trouver le bon chemin. Moi, C'est je ça. vois aussi d'autres thèmes parfois, mais qui sont plus macro. C'est la question du pricing. Ouais. Quand on est une plateforme SaaS, on a un certain prix. Ce prix, il n'est pas forcément complètement transparent chez certaines entreprises. Moi, je trouve ça super qu'il soit transparent. Tu vois, quand j'ai passé les entretiens de recrutement chez Vendredi, Félix, le CEO et cofondateur avec Julien de Vendredi, m'a parlé d'une envie qu'il avait un jour, c'est que Vendredi soit en prix libre, Ok. que les entreprises puissent définir le prix qu'elles payent pour Vendredi, et puis que potentiellement, du coup, quand une entreprise a envie de faire de la RSE mais qu'elle sent qu'elle n'a pas les moyens, que ça soit pas que ça soit pas bloquant. Tu vois, quand un CEO te parle de ça à l'entretien de recrutement, tu te dis tout de suite que c'est intéressant parce que tu te dis, tiens, il y a une envie d'être un contre-modèle. Et maintenant, jour après jour, je teste ce contre-modèle. Je me dis, dans quelle mesure on est vraiment un contre-modèle? Tiens, est-ce que là, on est décevant? Je me permets une digression parce que ma première expérience dans le SS, ça a été chez Hello Asso. Et en fait, ça m'a ouvert un monde. Je m'en rends compte maintenant, en fait, plus de 10 ans après. C'est que c'était un modèle complètement innovant sur le pourboire, donc financement uniquement. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est du don aux associations et ils se financent uniquement au pourboire. Oui. Laissé par les donateurs. Et en fait, c'est complètement révolutionnaire et ça s'inspirait d'un modèle aux États-Unis d'un restaurant qui se faisait payer comme ça, participation libre. Alors, dans tous les milieux un peu développement personnel, on entend beaucoup parler de participation libre, mais je trouve ça effectivement hyper intéressant de se dire, on peut oser le faire en entreprise. Alors, peut-être se mettre des sécurités, mais effectivement, c'est hyper intéressant de voir. Ça montre en fait l'ouverture d'esprit et la vision long terme de la personne, quoi. Ouais, complètement. Et puis bien sûr que ça peut, enfin, bien sûr qu'il y a peut-être un moment où c'est plus facile de le faire qu'à un autre, et bien sûr qu'après, quand tu le fais dans la pratique, tu réfléchis à des choses qui le rendent assez quand même réaliste. Par exemple, tu peux très bien définir que tu peux très bien donner comme information à une entreprise que le prix moyen en fait payé par les autres entreprises sur ce nombre de salariés, c'est ça. Et puis après, tu dis à l'entreprise, du coup, vous vous positionnez comme vous le voulez. Exactement. Tu leur donnes une référence. Donc en fait, c'est intéressant parce que c'est des sujets sur lesquels les entreprises vont pas forcément parce qu'il n'y a pas encore de référence qu'il fait. Et puis après, quand on voit une entreprise qui le fait, on se dit, tiens, ça peut devenir une réalité, etc. C'est exactement ça. Et puis ça fait très utopiste ou doux rêveur, et donc décorrélé du business, alors que non, au contraire, ça peut être aussi une stratégie business, mais vertueuse pour tout le monde, quoi. Complètement. Écoute, je veux bien qu'on continue un peu cette discussion autour du marketing et de la com, et notamment sur les partenariats, parce que donc vous avez une grosse logique partenariale, on l'a déjà un petit peu dit. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est concrètement comment vous mettez ça en place. Est-ce que ça part d'une idée et vous cherchez des partenaires et vous les contactez, vous les prospectez, et puis vous voyez pour avoir quelqu'un qui est à peu près de votre taille, peut-être parce qu'il y a peut-être des plus gros qui vont avoir moins de temps à vous consacrer. Je ne sais pas. Comment vous approchez ça? Encore une fois, je remonte un peu des questions qu'on peut nous poser souvent. Donc, je me dis, vous qui avez mis en place quand même un truc qui a l'air de plutôt rouler, ou en tout cas, de l'extérieur, ça donne cette impression-là. Est-ce que tu as des tips pareils là-dessus? Oui, oui, oui. Donc, il y a plusieurs cas de figure et c'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'il faut dispatcher comme ça. Il faut avoir un mix hyper riche. Alors, il arrive que une entreprise vienne nous voir et nous propose un projet de partenariat parce qu'elle a l'impression qu'il y a deux valeurs ajoutées qui sont complémentaires. Et nous, de la même manière, on va voir d'autres entreprises en se disant, nous, on a une valeur ajoutée, cette entreprise a une valeur ajoutée, et ensemble, ça crée quelque chose qui est hyper cohérent. Je peux te citer un exemple. Là, on va sortir tout bientôt. C'est une petite exclue auquel tu as droit, mais ça sort la semaine prochaine. On sort un super e-book dont je suis super content avec Welcome to the Jungle. Et tu vois, là, il y a eu un point de départ qui est Welcome to the Jungle a mis en place la semaine de 4 jours. Donc, ils travaillent 4 jours payés 5. Et nous, on s'appelle Vendredi. On est le 5e jour de la semaine. Et donc, moi, je trouvais ça hyper drôle. Et puis, on est allé écrire à Welcome à Welcome to the Jungle, et on leur a proposé finalement de faire un contenu commun parce qu'on pense que, ne serait-ce que par ce truc un peu marrant qu'ils sont une des premières entreprises françaises à avoir mis la semaine de 4 jours en place et que nous, on est le 5e jour. Donc, en fait, Vendredi, c'est hyper logique le 5e jour d'avoir envie de s'engager pour l'intérêt général quand on a gagné un petit peu de temps.
Et puis du coup, il y a eu des discussions qui ont commencé et on s'est rendu compte d'expertises assez complémentaires. C'est que Welcome to the Jungle a été assez pionnier sur justement le futur du travail, hein, comprendre les attentes des salariés et des candidats et comprendre ce que c'est qu'une entreprise qui est à la page sur certaines attentes des candidats. Et parmi ces attentes, bien sûr, il y a la question de la diversité ou encore justement de l'engagement. Oui. Et donc, on a construit un e-book commun où justement Vendredi venait apporter des conseils hyper concrets, hyper activables sur l'engagement, sur la diversité. Et puis Welcome to the Jungle est venu apporter ces conseils hyper concrets, hyper activables sur des enjeux comme la gouvernance ou alors la qualité de vie au travail. Donc, on tisse des liens comme ça avec des entreprises où on se dit qu'il y a des fortes de connexions, quoi. Ouais, et puis ce qui est génial, c'est que ça part de ce que tu dis là, en tout cas, ça part du sens. C'est-à-dire, il y a un sens à un moment donné qui fait que c'est pas juste parce que Welcome to the Jungle, c'est hyper fancy et que c'est cool de faire un truc avec eux. C'est parce qu'il y a vraiment du sens, un truc marrant et puis du fond à raconter ensemble, quoi. Ouais, exactement. On a fait la même chose avec Swile. Et puis là, dernièrement, on vient de sortir le baromètre de la RSE, où là, on s'est entouré d'une dizaine de partenaires qui, en fait, étaient convaincus comme nous. Donc là, il y a un peu cette logique aussi de plaidoyer. Ça aussi, ça tire un peu nos partenariats. Plaidoyer commun, le sentiment que ça serait super d'avoir plus de référentiels communs, chiffrés, pour pouvoir se rendre compte d'où en est la RSE en France, dans les entreprises, quels sont les obstacles et les réussites que connaissent les entreprises. Et donc, on s'est entouré de partenaires différents qui viennent chacun apporter une pierre à l'édifice différente. Et effectivement, c'est comme ça qu'on construit nos partenariats. Une fois que vous mettez ça en place, à chaque fois, il y a l'aspect contenu et puis l'aspect com. Donc, il y a l'aspect sens, il y a le fait de prendre contact, que ça fait sens et que du coup, en fait, ça se fait. À chaque fois, ce que j'aime bien dans les projets à impact, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité qui fait que ça roule, en fait. C'est que c'est évident et donc, oui, bien sûr qu'on va le faire ensemble. Et après, il y a la partie com. Donc, ce serait peut-être quand même cool d'avoir une petite minute là-dessus sur, tu vois, une fois que, alors tu vas pas nous sortir tout le dispositif vu que c'est pas encore fait, mais tu vois, une fois que vous décidez de faire ça et que donc le e-book là est prêt, c'est quoi un peu les leviers sur lesquels vous allez vous reposer? Alors là, Welcome, ils ont des belles bases. Est-ce qu'à chaque fois vous allez faire de la presse? Tu vois, est-ce que vous avez un peu comme ça des leviers où vous savez que ça fonctionne bien souvent? Oui, effectivement, d'ailleurs, je lisais un article qui était intéressant parce qu'il soulignait à quel point on pense beaucoup à la création du contenu et moins à sa diffusion. On a souvent l'impression quand on a créé le contenu, on a gagné, alors qu'en fait, le début de la vraie tâche, C'est ça. la tâche de Sisyphe, elle commence quand il s'agit de le diffuser et de faire en sorte que ça soit pas un flop. Et nous, c'est marrant parce que depuis 1 an, on a eu des super succès au niveau du contenu et je suis hyper fier de l'équipe. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit coucou à Camissa, Maxime, Justine, Héloïse, Alexandra, qui travaillent avec moi au quotidien et qui ont permis justement qu'on ait de super réussites sur les contenus au marketing. Mais en fait, on se pose un peu la même question à chaque fois, c'est est-ce que justement on va réussir à faire une bonne diffusion, une bonne communication? Donc, il y a plusieurs choses auxquelles on fait attention. On fait toujours attention à avoir quelque chose d'assez original dans le format. Dernièrement, on s'est mis à faire des contenus PDF, mais on a aussi fait des contenus qui étaient des pages Notion qui permettaient parfois d'avoir un autre type de format vachement plus différent à consommer. Ça nous arrive aussi de faire des petits quiz Typeform qui donnent en fait accès en fonction à un PDF qui est pas forcément le même en fonction de ce qu'on a défendu en Typeform. Donc on cherche un peu d'originalité et de créativité dans le format. On met beaucoup de cœur aussi dans le branding de chaque e-book. Alors ça, c'est des choses où en général on se dit c'est pas important. Moi, j'ai la conviction que c'est important. Donc quand on fait un webinar, quand on fait une table ronde, quand on fait un e-book, en fait, on cherche à construire un branding très sincère, mais qui donne envie, quoi. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'en 2022, la guerre pour l'attention, elle est super dure et qu'il faut réussir à avoir ce petit truc qui intéresse les gens. Et Et là, faire cet extra, on parle de l'extra mile, cet effort en plus et puis cette aussi peut-être humilité de dire ah bah si je regarde ce visuel ou si je regarde ce titre ou est-ce que moi ça m'accroche quoi. ouais, exactement. Donc, on travaille beaucoup en itération sur ces choses-là avec l'équipe. On a un travail hyper collégial et de manière hyper concrète. Moi aussi, j'ai la conviction que souvent, on a l'impression qu'on a un levier héroïste et puis on essaye de le saigner et puis on se dit que voilà, à court terme, il marche. Nous, on essaye de toujours avoir notre mix équilibré parce qu'on se dit que même s'il y en a un qui paye un peu moins en apparence, en fait, c'est pas forcément le cas. Donc là, sur le contenu, tu vois, on a un volet RP. On estime qu'on fait un super contenu, donc en fait, on fait un petit communiqué de presse pour en parler.
On a un volet qui est publicitaire parce que, mine de rien, ça donne beaucoup d'informations de faire de la publicité, parce que c'est quand même un canal qui te donne beaucoup d'informations sur ton coût par lead. Et même si tu te destines pas à avoir une part élevée de ton mix qui soit dédié à la publicité, c'est une information qui va beaucoup t'aider de savoir combien ça coûte d'avoir une personne intéressée à ton contenu sur les réseaux de référence comme LinkedIn, Facebook, Instagram. Donc on fait toujours un petit peu ça. On essaie d'avoir une logique hyper organique, donc on soigne vachement justement nos annonces organiques. Donc nous, on est très très content d'avoir un bon reach sur nos annonces organiques LinkedIn. Ça veut dire que on a fait en sorte que notre page LinkedIn soit toujours hyper inspirante. Et on essaye même de faire par exemple un petit peu de mailing. Donc sur une cible persona décisionnaire, on peut faire un mailing dédié. Voilà, on essaie d'avoir un mix hyper équilibré là-dessus. Bah, hyper intéressant. Alors effectivement, le temps file un petit peu et on avait envie de parler d'autres choses aussi. Il y avait Impact at Work. Alors Impact at Work, je pense qu'on va pas y rester longtemps et je mettrai plutôt le lien pour que les gens aillent regarder. Mais en gros, c'est la création d'une communauté, comme tu disais, plutôt de personnes qui sont en charge de la RSE au sein de leur entreprise pour pouvoir échanger entre pairs. Ouais, ce que je peux te dire en 2 mots là-dessus qui est intéressant, je trouve, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de communauté. Donc c'est super bien, je trouve. Une entreprise, quand elle veut faire du marketing intelligent, elle n'a pas beaucoup de ressources, etc., c'est qu'en fait, elle doit essayer d'être star sur une ou deux choses. Elle n'a pas besoin d'essayer de faire 1000 choses parce qu'elle les fera mal. Et en fait, nous, par exemple, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de communauté Slack d'entraide, de partage, et on s'est dit on va la faire, et en fait ça sera la meilleure, ça sera la référence. Aujourd'hui, il y a plus de 600 responsables RSE, donc des gens qui sont en charge vraiment sur le terrain de l'animation de leurs salariés pour justement rendre leur stratégie RSE très concrète, Ouais. qui sont dedans et qui échangent entre pairs, et c'est animé par Vendredi. Donc ça, c'est intéressant, c'est ce côté chercher des endroits où il y a des trous et puis construire un beau contenu là-dessus, parce qu'en fait, on sait que voilà, il y a de la place. Puis vous, ça fait de la matière incroyable. Et en plus, ça fait de la matière incroyable. Mais le deuxième point que je trouve hyper intéressant, et ça c'est hyper sincère, ça fait 1 an qu'on a fait la communauté Impact at Work, et en fait, jamais on l'a utilisé comme... En fait, Vendredi est invisible à 100% de la communauté. Bien sûr, il y a une personne chez nous qui anime cette communauté, et c'est génial. Mais en fait, on l'a pas fait comme un canal d'acquisition. Voilà, on l'a pas défini comme un canal d'acquisition. Et ça, je trouve ça assez chouette, parce que c'est sain. Voilà, t'es pas censé être un canal d'acquisition, et donc c'est pas un canal d'acquisition. Ça nourrit, mais c'est pas moi à l'échelle de l'agence, ce podcast n'est pas un canal d'acquisition. Ça a été dit comme ça depuis le début. Et effectivement, il y a quelque chose de très sain. Du coup, la démarche est vraiment différente, même dans les échanges, etc., quoi. Et en plus, oui, c'est ça que je trouve assez positif aussi dans cette communauté, c'est le fait que c'est donc mine de rien un lieu clos où ils peuvent échanger en toute liberté et pouvoir vraiment se donner des tips, etc. Et vous ne faites absolument pas de commercial dessus. Et en même temps, ça vous donne aussi beaucoup, mine de rien, d'insight en fait sur les besoins de vos clients, etc. Et c'est pas un mal, je veux dire, en toute transparence. Moi, je trouve ça génial parce que vous pouvez encore mieux répondre à leurs besoins, donc tant mieux. Ouais, c'est clair, il y a de très beaux échanges qui ont lieu, et nous, on se voit comme des facilitateurs, parce que justement, notre rôle d'expertise, c'est aussi d'avoir, en fait, on comprend bien la RSE, et on apprend bien sûr toujours, mais on se voit comme un facilitateur où on met en relation des gens. Donc, on met en relation aussi justement ces responsables RSE qui parfois expriment le besoin d'avoir un outil, une solution, et puis en fait, on les pointe vers les fameuses solutions qui existent. Parfois, c'est des associations sur des thèmes qui savent comment faire, et puis on les redirige vers ces associations. Donc on est des facilitateurs à ce titre. Trop bien. Écoute, il nous reste quelques petites questions avant de clôturer cet échange où on a parlé de plein de choses. Moi, je veux bien que tu me dises juste un mot sur ce que c'est une start-up sociale, simplement parce qu'il y a beaucoup de termes qui tournent aujourd'hui autour de l'impact. D'ailleurs, les mots sont pas encore bien choisis ou définis. Il y a impact, il y a impact positif, il y a l'agrément ESUS, il y a Bicorp, il y a entreprise à mission. Start-up sociale, c'est un autre terme. Je ne crois pas qu'il soit légal, mais justement, ça m'intéresserait de savoir pourquoi vous choisissez de vous définir comme ça. Ouais, du coup, comme c'est pas forcément un terme qui a un encadrement, je vais te donner mon interprétation très personnelle de ce terme. Startup social, pour moi, social, ça signifie que le cœur de métier de l'entreprise est dédié et tourné vers l'impact.
Donc évidemment, c'est la mission de Vendredi de permettre à des salariés de s'engager et de générer des heures d'impact pour aider à la résolution des défis sociaux et environnementaux. Donc moi, je trouve qu'à ce titre-là, on est une entreprise sociale. Et start-up, on peut y voir deux choses, parce que on va dire dans la perception des gens, quand les gens pensent à des start-up, ils pensent à des entreprises nouvelles, dans le sens récentes. Donc souvent, ils pensent à ça. Et puis, bien sûr, dans le sens plus réel, plus concret, une start-up, c'est une entreprise qui accepte momentanément de ne pas être rentable et d'avoir recours au capital, à un investissement, pour justement pour se développer et atteindre son point de rentabilité, puisque la plupart du temps, une start-up, elle peut avoir un modèle où justement, une fois qu'elle a construit son SaaS derrière, elle peut se développer. Donc nous, ce qui est important de voir, c'est que dès le premier jour, on était autofinancé et en fait, on aurait pu se passer de cette levée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les startups sociales, il y en a pas beaucoup, parce que il y a beaucoup de structures qui reposent souvent sur, ça peut être l'emprunt, ça peut être les fonds publics, ça peut être les subventions, et donc qui n'ont pas forcément de business model pérenne, c'est-à-dire vraiment un business model qui marche, qui n'a pas besoin d'autres subventions, etc. Donc nous, depuis le début, en étant autofinancé, en fait, on avait un business model qui tenait la route. Et en fait, on s'est juste dit, est-ce qu'on doit aller plus vite ou non? Est-ce que en fait les défis socio-environnementaux peuvent attendre? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on aille plus vite? Et est-ce qu'on va gagner quelque chose en allant plus vite? Et est-ce qu'on risque quelque chose? Donc gagner quelque chose, effectivement, en ayant recours au capital, ça nous permet de nous développer plus vite. On a pu passer de 30 collaborateurs à 60 en quelques mois. Là, moi, quand je suis arrivé, on était 30, maintenant on est 60. Donc ça nous a permis de nous développer plus vite. Ça nous permet d'accompagner plus d'entreprises, donc de générer plus d'heures d'impact. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce que ça peut nous faire perdre? Donc ça peut nous faire devenir une boîte un peu comme les autres. C'est-à-dire ces boîtes qui finalement suivent un peu leur train de business plan, qui doivent satisfaire leurs actionnaires, etc. Donc nous, on a fait le choix d'aller vers des investisseurs d'impact social, donc des investisseurs qui ont des logiques différentes. Par exemple, des investisseurs qui décident de rester plus longtemps dans les entreprises et donc qui n'ont pas besoin de faire une bascule hyper rapide où ils doivent faire x3, x de leur investissement. Et ensuite, on a fait très attention justement on fait très attention à ces enjeux de gouvernance, ces enjeux de label. Donc, on est certifié B Corp, on est label ESUS, qui est hyper intéressant, par exemple, pour des choses comme encadrer les écarts de salaire, entreprise à mission. Donc, voilà, moi, c'est ça ma conclusion sur Startup Social, c'est qu'on est on est une entreprise qui a voulu aller plus vite pour faire face à l'urgence et aider plus d'entreprises, mais on est hyper vigilant à garder l'impact au cœur de notre modèle et le fait d'être un contre-modèle. Et vous prenez aussi les certifications, parce qu'on peut aussi des fois avoir des doutes, c'est-à-dire avoir des termes où il n'y a rien derrière, alors que vous avez derrière des certifications concrètement qu'on connaît aujourd'hui, comme tu dis, l'agrément ESUS, etc. Et en plus, cette dimension startup sociale où vous y ajoutez quelque chose. Écoute, il me reste à te poser les toutes dernières questions. Est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs? T'en as donné 1 milliard, donc est-ce que tu en as en plus? Non, mais non, en vrai, j'adore donner des conseils, donc j'aurais aimé en trouver des concrets hyper activables. Non, bien sûr, c'est un conseil qui est assez simple, mais aujourd'hui, il existe énormément de tools qui permettent de tester le marché, entre guillemets, assez facilement. Tester le marché, ça veut dire, par exemple, faire un mini-projet juste pour voir s'il y a une demande. Donc, nous, on essaie d'avoir aussi cette logique de mettre en place une landing page très vite, et de mettre en place le petit workflow qui permet de faire ce que le projet permet de faire. Bon, donc bien sûr, je peux que citer quelques outils qui aujourd'hui, je trouve, sont intéressants de maîtriser. Par exemple, Webflow. Ouais. Bon, j'ai pas besoin de citer certains outils comme Zapier, etc. Mais voilà, je trouve quand même, ça il y chouette. a des fois, oui, effectivement, ça peut paraître des évidences, mais non, t'as raison de citer les outils. Hein. En fait, si on fait le tour 360, voilà, il y a un truc où en fait, on a besoin de faire du graphisme de manière facile et Canva, on se rend pas compte, mais Canva permet de faire des trucs vraiment géniaux. Notion permet de faire des trucs super. Webflow aussi. Et puis après, on finit un peu la boucle avec un peu d'automation avec Zapier et puis potentiellement un CRM qui peut être un CRM de petite taille comme Mailchimp ou alors un HubSpot. Donc en fait, de maîtriser un petit peu ce truc 360 qui permet de faire des petits projets. Voilà, j'aurais pu citer un Airtable aussi. Voilà, je trouve ça c'est hyper important dans tous les projets d'essayer de faire des trucs V1 et puis après d'itérer et puis de faire sortir les trucs de terre très vite.
Et ce que je me permets de rajouter, c'est de pas avoir peur de ces outils premièrement et ne pas avoir l'impression qu'il faut les maîtriser en totalité pour pouvoir s'en servir. Parce que comme tu dis, là, c'est pour sortir des V1 rapidement. Il y a pas besoin d'être un expert, Notion ou, un expert HubSpot pour pouvoir, mettre en place des choses, quoi. Ouais, exactement, complètement d'accord. Trop bien. Et bah, écoute, mes 2 petites questions que j'aime bien poser à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui t'a inspiré, donc sur ces sujets marketing, RSE, que tu voudrais nous partager, que ce soit une conférence, une campagne, une musique, un film, un livre? Qu'est-ce que j'aimerais partager? Ben moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est LinkedIn en B2B, c'est un canal, qu'on ne peut pas, auquel on peut pas échapper, voilà. Moi, je suis Jean-Marc Jancovici sur LinkedIn et c'est un plaisir de voir ses posts. À chaque fois que je vois ses posts s'afficher sur mon feed, c'est un plaisir. Et tu sais ce que j'aime? J'aime le fait que ce soit pas un content qui soit justement construit comme un soi-disant copywriting efficace avec des emojis, on saute la ligne. Ouais. Non, parfois c'est un pavé, parfois c'est un peu dense, mais quand tu le lis, c'est bien écrit, c'est éducatif, c'est marrant. Et moi, je Ça prends raconte énormément de quelque plaisir. chose, en Ça fait. raconte quelque chose et je sens qu'il prend du temps. Bon, bien sûr, il doit avoir aussi une équipe avec lui qui fait ça, mais je sens qu'il prend du temps pour réfléchir à ce sur quoi il prend la parole et qu'est-ce qu'il a envie de délivrer comme message. Et en fait, il a un reach et une aura qui est incroyable. Moi, je trouve ça assez fascinant, le reach qu'il génère sur LinkedIn. Et moi, c'est un exemple. Voilà, c'est un Ouais, bien exemple, je trouve, sûr. très On inspirant, le très mettra intéressant. on le mettra en lien. Mais c'est sûr, on en avait parlé, on avait abordé ce sujet LinkedIn, notamment avec Maud Sarda, qui est très suivie, donc de Label Emmaüs. Ouais, Et, j'adore sa façon d'écrire et aussi, ouais. voilà, pareil, justement, elle parlait du fait d'utiliser sa plume militante et d'oser être en colère sur LinkedIn et d'oser dire ce qu'elle pense vraiment. Et du coup, on parlait vraiment de ce canal qui peut être un véritable, tu parlais de plaidoyer tout à l'heure, ça peut être un canal de plaidoyer, en fait, aujourd'hui, LinkedIn. Dans un autre registre, enfin, non, on reste dans l'impact aussi. Il y a Inès Leonarduzzi qui fait, comme tu dis, je ne sais pas si tu connais, mais qui fait des pavés où, en fait, elle raconte, donc je ne sais pas de quelle manière, je pense que c'est elle qui écrit. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec elle encore, mais là aussi, il y a quelque chose de sincère, il y a un truc de on saute pas les lignes, on fait pas 14 emojis, etc. Mais par contre, on lit ce que la personne a envie de nous raconter comme histoire ce jour-là, quoi. Ouais, Et ouais. complètement. Et ben, écoute, on mettra ce lien-là et ben, il me reste la dernière question. Est-ce que tu as un acteur à nous recommander, un acteur de l'impact qui pourrait avoir des choses, sympas à nous raconter sur ce sujet, du marketing, du business et de l'impact? J'en ai parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est un chouette acteur. Alors voilà, Pierre Alix de l'association 2 tonnes, qui est super, super inspirant, passionné de son projet. Voilà, je trouve qu'il a un ton très juste et beaucoup d'énergie et que c'est vraiment un plaisir alors soit de faire des projets avec lui, soit juste de l'écouter. Génial, oui, j'avais eu, l'occasion de le rencontrer sur un salon Pro Durable et effectivement, c'était hyper intéressant, ouais. Donc très bonne idée. Merci beaucoup Malcolm pour ce riche échange. On a un peu débordé, mais en même temps, il y avait plein de choses à dire, donc vraiment merci. Oui, j'espère que j'ai pas été trop bavard, mais merci beaucoup pour cette invitation, Mélodie, c'était un plaisir. Merci, à bientôt. Bonne journée. Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcast. À très vite!